Et salut à toutes et à tous, mes poneys, ici Naitherian, et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo de lore Donjons et Dragons, et pas des moindres, car on va parler des grandes choses à savoir sur une des villes les plus emblématiques des Royaumes oubliés, où beaucoup d'entre vous avez probablement vécu vos aventures, c'est-à-dire Baldur's Gate. Je vous invite évidemment à vous installer confortablement dans votre siège, car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Baldur's Gate, également appelée simplement la Porte, est la plus grande métropole et la plus grande cité-état de la Côte des Épées, située au sein de la grande région des terres du cœur occidental. C'est une ville grouillante de commerce et d'opportunités, peut-être la cité marchande la plus prospère et la plus influente de la côte ouest de Faerûn. Malgré sa présence de longue date, en tant que puissance neutre sur l'échiquier politique de l'ensemble de la côte, les dirigeants de Baldur's Gate sont dorénavant membres de l'Alliance des Seigneurs, la force de maintien de la paix, connue sous le nom de la Veille, ainsi que la présence de la puissante compagnie de mercenaires du Point Enflammé dans ses rues. Tout ce petit monde en fait ont permis à la ville de rester généralement très paisible et très sûre. Ce sentiment de sécurité inhérent a permis à la Porte donc de conserver une attitude tolérante et accueillante envers les étrangers, qu'il s'agisse de riches marchands, de pauvres réfugiés, comme il y a eu le cas avec Elturel pour la dernière campagne Donjons Dragons 5, ou d'individus moins scrupuleux comme les pirates et les contrebandiers également. Géographie. Baldur's Gate est situé au sud de la grande cité-état de Waterdeep, de Eau-Profonde, le long de la route très empruntée de la côte. Elle est nichée dans une étendue de terre pauvre à l'intérieur d'une baie naturelle, comme le décrivent tout simplement les ménestrels, la faction des ménestrels, pas les vrais ménestrels dans la rue. La ville ressemble à un croissant de lune qui s'enroule autour du port, bien qu'au cours du siècle suivant, elle se soit développée bien au-delà de cette forme-là et vers les terres sauvages, alors que le terrain de la ville haute est plat, la ville basse est construite sur les falaises escarpées qui surplombent tout simplement le port gris. Société. Les citoyens de Baldur's Gate, de Baldur, sont très fiers de l'ouverture de leur ville. C'est un endroit où tout le monde peut se sentir chez soi ou commencer une nouvelle vie, quelle que soit votre espèce, votre culture, votre croyance ou votre histoire personnelle. Malgré sa population dense et ses rues très bondées, la ville est remarquablement propre et sûre, surtout pour les citoyens comme pour les visiteurs. Dans l'ensemble, les citoyens de Baldur's Gate ne tolèrent pas vraiment les comportements d'ivresse et de débauche que l'on peut voir dans certaines autres villes. Religion. Comme la plupart des grandes villes de la Côte des Épées, Baldur's Gate possède de nombreux lieux de culte disséminés dans ses différents quartiers. Malgré le caractère très inclusif de la ville, 3 divinités prédominent dans leur culte des citoyens balduriens. Balduriens, ils disent, mais bon, je suis pas sûr que le terme baldurien soit vraiment correct. Pour la faveur et la sécurité en mer, puisque ça reste un port, la vénération d'Umberlee a été un pilier tout au long de leur histoire. La faveur de Tymora est souvent recherchée pour une plus grande richesse et prospérité en ce qui concerne le commerce, le jeu et les efforts, ou en tout cas les investissements mercantiles. Et enfin, en guise d'expression de gratitude pour les bienfaits technologiques accordés à la ville, le culte de Gond est très répandu, même au-delà de son simple temple. Gouvernement. Depuis la très célèbre révolte contre les taxes, Baldur's Gate est dirigé par 4 grands-ducs dont les membres composent le Conseil des 4. Et non, ça n'a rien à voir avec Pokémon, mais j'avoue que ce serait très drôle en tout cas de les imaginer les uns face aux autres en train de se checker comme ça. Et en fait, ces Conseils des 4, ils sont élus par les citoyens pour servir à vie. Après une tentative de coup d'État par l'ancien grand-duc Valarken, le gouvernement de Baldur's Gate a subi une restructuration majeure et le parlement baldurien a nouvellement été créé et va permettre en fait d'élire les fameux ducs. Pendant un certain temps, en fait, la ville a été dirigée par le grand-duc Portyr à la demande du parlement exclusif, mais la situation changea à nouveau lorsque le Conseil des 4 fut rétabli. Plus tard, ils sont toujours aidés par le Parlement des Pairs qui continue en fait à servir d'électeurs et d'organes législatifs à la cité. Donc le pouvoir est contrôlé par le Conseil des 4, mais il y a également un Parlement des Pairs. Ces quelques 50 citoyens influents se réunissent en fait pour discuter des affaires de la ville et faire des recommandations au Conseil au quotidien. Tous les jours, 50 personnes qui discutent de l'avenir.
Au niveau des taxes, historiquement, les habitants de Baldur's Gate ont une relation très compliquée avec les impôts prélevés par les fonctionnaires de la ville. Les péages excessifs des portes ont provoqué une révolution dans la ville, une révolution, on va dire ça comme ça, au cours de ces années de fondation, menant en fait à la formation de sa forme de gouvernement actuelle. Ironiquement, par contre, ce même organe directeur a promulgué des taxes presque identiques qui sont restées en vigueur pendant des centaines d'années. Et maintenant, on va peut-être parler de l'histoire en plusieurs étapes, puisqu'il y a vraiment différentes étapes dans l'histoire de Baldur's Gate qu'il faut appréhender. Et la première partie, c'est la fondation. À l'origine, le port qui fut connu sous le nom de Baldur's Gate est un lieu en fait de rencontre bien caché pour les pirates et ce qu'on appelle les allumeurs de fantômes. En fait, ce sont des malfaiteurs qui utilisaient les lumières pour tromper les navires naviguant sur la côte brumeuse, les faisant s'échouer avant de voler leurs marchandises. Ces pillards, après avoir pillé ce qu'ils pouvaient, en fait, remontaient tout simplement la rivière Chantar jusqu'à une petite baie où se trouvait en fait leur refuge isolé appelé à l'époque Grey Harbor. Les havres gris, on va dire ça. Je pense qu'on peut appeler ça les havres gris. Dans les temps anciens, en fait, le héros marin qui s'appelle Balduran rentra chez lui en fait à Grey Harbor après un voyage sur le lointain continent donc d'Ancorom, bien au-delà de l'île elfique d'Evermeet. Après avoir accumulé de grandes richesses au cours de ce voyage, après avoir caché une partie de ses richesses dans des caches, il ordonna en fait la construction d'un grand mur de granit pour la protection de sa maison. Peu de temps après, évidemment, Balduran s'embarqua pour un second voyage sur le continent et disparut pour ne jamais revenir. Après la disparition de Balduran, les fermiers locaux prennent le contrôle de la construction du mur et l'utilisent tout simplement pour protéger leurs propres exploitations et fermes, plutôt que uniquement le port. Les habitants des environs et d'autres étrangers ont afflué vers la ville naissante pour se protéger et le hameau s'est petit à petit agrandi. La révolte contre les taxes, la division de la ville par son grand mur a créé en fait un schisme entre les propriétaires fonciers de la vieille ville et les anciens associés de Balduran, les capitaines et autres marins de Grey Harbor. Les habitants de la vieille ville taxaient les charrettes venant du port vers le nord à travers la porte de Baldur, ce qui provoqua tout simplement la colère des marins et des contrebandiers et leur refus de payer ces fameuses taxes. Les contrebandiers, les pirates et les marchands donc ont ouvert une brèche dans la porte de Baldur, en fait l'ancienne porte de Baldur, et ont pris en fait d'assaut la vieille ville par la force. Juste avant en fait qu'ils n'assiègent le donjon de High Hall, vraiment le donjon central à l'époque, les 4 capitaines des mers les plus anciens ont plaidé pour la reddition des seigneurs fermiers. Après un vote très rapide, on va dire ça comme ça, une trêve a été conclue entre les deux parties et les capitaines ont été installés comme chefs, appelés en plaisantant les ducs de la ville en pleine expansion qui a été sérieusement, pour le coup, rebaptisée Baldur's Gate. Et c'est là qu'apparaissent les fameux 4 grands ducs. Partie numéro 2 de son histoire, parlons maintenant de son expansion. Après la fondation en fait de la nation d'Amn, le commerce est monté en flèche à la porte de Baldur. Et la ville, en fait, s'est tout simplement développée. La ville est devenue la force la plus puissante de Western Earthland, et malgré sa neutralité, elle a rejoint l'Alliance des Seigneurs. Partie numéro 3 de son histoire parle surtout du XIVe siècle. Les points enflammés ont commencé à opérer à Baldur's Gate au début du XIVe siècle. En 1368, les rejetons de Baal, Sarevok-Anchev, a orchestré en fait une conspiration majeure pour envoyer la ville en guerre contre la nouvelle nation de Amn. Le plan a échoué et en 2 ans, en fait, tous les rejetons de Baal ont été tués à cause des actions du futur grand-duc Abdel Adrian. Si vous voulez en apprendre davantage évidemment sur ces événements-là, je vous invite à lancer les jeux vidéo Baldur's Gate 1 et 2. Au cours de la décennie suivante, Faerûn va subir la Mage Pest, un événement cataclysmique qui a remodelé tout simplement les civilisations et la Terre elle-même en Faerûn. La Mage Pest, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc si vous désirez en savoir plus, venez évidemment découvrir le reste sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous évidemment, c'est toujours l'occasion de me soutenir. Connue dans tout Faerûn comme une ville ouverte, la porte devint très rapidement un refuge pour un grand nombre de réfugiés qui fuyaient la destruction des terres autour de la mer des étoiles déchues, où en fait les descentes de feu bleu en fait étaient les plus dangereuses. En l'espace de quelques années, la population de la ville a triplé. Heureusement, la ville a pu subvenir à ses besoins après ces années de croissance et d'expansion extrêmement intense. Et maintenant, parlons de la partie numéro 4 de son histoire, le milieu du XVe siècle. Au milieu donc des années 1400 et des, le grand-duc Valarken, le général Icare et la bande de la Lune Rouge ont tenté d'usurper la direction de Baldur's Gate. L'échec de son attaque a
conduit à la réforme du gouvernement baldurien. Le Parlement des Pairs, nouvellement formé, offrant son aide au Conseil des Quatre et élisant ses fameux membres. C'est ce que je vous disais un peu dans la partie gouvernement. Abdel-Adrian a remplacé Valarken en tant que grand-duc et maréchal du Poing enflammé. En l'an 1479, Baldur's Gate est la ville la plus puissante et la plus importante de tout Faerûn et elle était à nouveau stable dans son fonctionnement. À cette époque, elle n'est plus importunée par Valarken ou bien par la nation d'Amn, elle entretient des relations positives avec la nation d'Elturgard et les autres puissances des Western Earthlands. Cependant, l'expansion a eu raison de la ville, menaçant de la faire basculer dans une guerre civile. Et là, nous allons partir de la 5e partie, les meurtres dans Baldur's Gate. Alors en fait qu'il prononçait un discours public, le grand-duc Abdel-Adrian fut attaqué par un homme nommé Viekang, le seul et dernier rejeton de Bâle restant. Bien que l'on ne sache pas vraiment qui en est sorti vainqueur, on sait que les deux hommes sont morts, l'un des mains de son frère mortel, l'autre après s'être transformé en la Tueuse, qui est un espèce d'avatar de Bâle, le dieu Bâle mort depuis longtemps. Le Conseil des Quatre survivants a imputé la mort du Grand-Duc aux agents de la Guilde, le groupe de voleurs le plus répandu de la ville, et a fait appel à un groupe d'aventuriers pour enquêter sur cette tragédie. Et c'est là qu'en fait commence le scénario Murder in Baldur's Gate, si jamais vous voulez faire l'aventure. Peu de temps après, la ville connaît un pic soudain d'activités criminelles, notamment des vols et du vandalisme, ce qui a poussé en fait le Poing enflammé à sévir contre certains établissements louches dans les régions de la ville basse et de la ville extérieure. Malgré les meilleurs efforts des aventuriers de la garde et du Poing enflammé, dont la direction a été assumée par Ulder Ravengard, la ville a sombré dans le chaos pour la première fois de sa vie. Alors que les résidents protestaient contre les fonctionnaires de la ville, le vandalisme mineur a dégénéré en incendie criminel et même en enlèvement. En réponse, la presse libre de la ville, connue sous le nom de Bouche de Baldur, a été fermée et le nouveau chef du Poing enflammé a institué une série de tribunaux illégaux et Baldur's Gate connaît une grande phase de crise sociale à l'heure actuelle. Et voilà qui clôture ce petit dossier de lore et j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner, à poser le clap à la vidéo et on se dit rendez-vous à la prochaine fois et bon jeu à tous. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà